Il y a 20 ans, Airbus a construit l'A380 pour concurrencer le 747 de Boeing. Mais voilà le problème, aucune grande compagnie américaine en a acheté un seul. American Airlines a dit non, Delta a décliné, United n'était même pas intéressé. Zéro commande des trois géants. Et en 2019, Airbus a mis fin au programme tout entier. Pour comprendre à quel point c'est dingue, il faut saisir l'échelle réelle des compagnies américaines. American Airlines assure 6800 vols par jour. C'est environ 10 fois plus qu'Air France à son pic. Ça représente grosso modo un avion qui décolle toutes les 13 secondes, 24 heures sur 24. Delta gère environ 5400 vols quotidiens et United en assure à peu près 4500. Mis bout à bout, ces trois transporteurs brassent plus de 16 000 vols par jour à travers le monde. De l'autre côté, on a Emirates, la compagnie qui a littéralement tout misé sur l'A380. Elle exploite environ 500 vols par jour et au total elle possède 123 A380, soit plus que n'importe qui d'autre au monde. Les trois grands américains combinés assurent plus de 30 fois le nombre de vols quotidiens d'Emirates. Et pourtant, ils ont regardé ce qui était censé être l'avenir du transport aérien et ont dit non aux géants européens. Entre 2005 et 2015, les compagnies américaines ont commandé plus de 1400 nouveaux appareils. Des Boeing 737, des Airbus A320 et des Boeing 787. Elles ont tout acheté, sauf l'avion dont Airbus était le plus fier. Mais attention, il faut pas tomber dans le complot. American Airlines n'a pas simplement ignoré l'A380. En 2004, des dirigeants d'American, Delta et United ont fait le voyage à Toulouse pour des démonstrations privées. Et à ce moment-là, Airbus a sorti le grand jeu. Maquette grandeur nature, projection financière et même offre de lancement. Sur le papier, l'A380 était séduisant. Mais dès qu'on a appliqué des projections au marché américain, les chiffres devenaient mauvais. Les Américains ont posé toutes les questions qui fâchent. Combien de gates nécessitent des rénovations majeures? Quel est le temps de rotation? Comment remplir régulièrement 850 sièges? Je sais pas exactement ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de ce meeting, les trois compagnies sont reparties et ont immédiatement commandé des avions radicalement différents. American a passé commande de 42 Boeing 787, Delta a acheté 25 Airbus A350 et United a opté pour 35 Boeing 787. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont vu pour foncer vers des avions plus petits? Pour répondre à la question, il faut se mettre à leur place et comprendre comment les compagnies américaines évaluent concrètement de nouvelles routes. Pour faire simple, elles appliquent ce que je vais appeler ici le test de Clermont-Ferrand. Bon, Clermont-Ferrand, c'est une ville française, comme il en existe des dizaines. Elle fait environ 500 000 habitants dans l'agglomération. Elle a un aéroport correct, ni énorme, ni minuscule. C'est pas Paris, mais c'est pas un village non plus. Et ça, c'est parfaitement représentatif de ce que les Américains ont en masse sur leur territoire. Des petites villes, un petit peu partout. La question maintenant est simple. Est-ce qu'on peut remplir un avion depuis Clermont-Ferrand jusqu'à New York? Avec l'A380, la réponse est presque toujours non. Dans le meilleur des cas, pour un Clermont-Ferrand-New York, vous aurez 100 passagers. Ce qui veut concrètement dire que pour remplir les 525 sièges standards d'un A380, il faudra amener en premier lieu tous les passagers de Clermont-Ferrand dans un plus grand aéroport comme Paris, ce qu'on va appeler un hub. Et ça va créer une correspondance. Mais voilà ce qu'ont compris les compagnies américaines. Et c'est vraiment brillant. Elles savent que ces 100 personnes de Clermont-Ferrand préfèrent payer un peu plus cher pour un vol direct plutôt que de subir des correspondances. Et ça, même si l'avion est plus petit. Alors, les Américains ont commencé à opérer des 787 en direct depuis les villes de taille intermédiaire. Ces vols allaient en direction de Londres, Paris, Amsterdam, des petites villes américaines qu'on n'attendait pas reliées directement aux grandes destinations internationales. L'A380, lui, vous enfermait dans l'ancien modèle en étoile, ce qu'on appelle le hub and spoke. Les petits avions, eux, permettaient de donner aux Américains ce qu'ils voulaient vraiment, des vols directs depuis chez eux, soit du point à point. Mais du coup, vous vous demandez peut-être comment un 787 bimoteur peut voler plus de 6400 km d'Atlantique. Pour comprendre ça, on va rentrer dans les détails techniques, mais restez avec moi parce que ça a tout changé dans notre façon de voyager. En 1985, pour traverser un océan, il vous fallait 4 moteurs, et la règle était simple. Restez à moins de 60 minutes d'un aéroport en cas de problème. Si vous perdez un moteur, il vous en reste 3. Si vous en perdez 2, ce qui n'arrive presque jamais, il vous en reste encore 2 pour rejoindre une piste en sécurité. Mais depuis, les moteurs sont devenus incroyablement fiables. Les régulateurs ont donc commencé à assouplir ces règles. En 2007, l'ITOPS 330 a été approuvé. Pour faire simple, le 330 c'est 330 minutes, soit 5h30, ce qui définit la durée pendant laquelle un bimoteur peut s'éloigner de l'aéroport le plus proche. Et pensez à ce que ça implique. Un 787 avec seulement 2 moteurs peut désormais opérer des routes qui nécessitaient autrefois des quadrimoteurs, comme par exemple le 747 ou la 380.
Ce changement n'a pas seulement transformé l'aviation américaine, il a purement et simplement détruit le modèle économique de l'A380. Ce qui me sidère avec ça, c'est que Airbus le voyait venir, parce qu'ils avaient développé leur propre bimoteur long courrier, l'A330 et plus tard l'A350. Mais du coup, pourquoi avoir quand même englouti des milliards dans le développement de l'A380 ? Et la réponse, elle tient à une seule compagnie qui voyait le monde d'une façon radicalement différente. Emirates. En 2001, Emirates passe une commande colossale. 58 A380 avec des options pour 90 de plus. Tout ça avant même que l'avion ait volé. C'est la plus grande commande d'aéronefs de l'histoire à l'époque. Mais alors, pourquoi parier si gros sur un appareil encore inédit ? Et en fait, tout est une question de géographie. Dubaï occupe un point de passage idéal entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Environ 2/3 de la population mondiale se trouve à moins de 8 heures de là. Emirates a construit toute sa stratégie autour de ça. Ramener les passagers du monde entier à Dubaï, puis les redistribuer partout ailleurs. Donc, en soi, faire le travail d'un parfait hub international. Et on va pas se mentir, l'A380 était parfait pour ça. Capacité massive entre hubs, prestations premium justifiant des tarifs élevés, et un rayon d'action suffisant pour atteindre à peu près n'importe quelle destination depuis Dubaï. Mais voilà le problème, l'Amérique n'est pas un point sur une carte, c'est un continent. À Dubaï, Emirates n'a qu'un seul aéroport, c'est un entonnoir. Tout le monde passe par là, donc forcément ils ont besoin d'un avion géant pour vider l'entonnoir. Mais aux États-Unis, c'est complètement différent. Il y a des grandes villes partout, Chicago, Dallas, Miami, Phoenix. Si vous habitez à Denver, vous n'avez pas envie de faire 3 heures de vol vers New York juste pour prendre un A380 vers Londres. Ce que vous voulez, c'est un avion qui part de Denver et qui va directement à Londres. Airbus a construit un autobus géant qui ne convient pas à un pays qui ne jure que par des trajets directs. Et elle est là leur plus grande erreur. Résultat, ils ont dépensé 25 milliards de dollars pour le développer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour que ça soit rentable, il fallait en vendre au moins 420. Mais comme les Américains ont dit non merci, on préfère nos petits avions directs, Airbus s'est retrouvé coincé. Ils n'en ont vendu que 251, soit un peu plus de la moitié de ce qu'il fallait. En 1978, l'Amérique a fait exploser les règles du jeu. Avant, l'aviation c'était le luxe, les prix étaient fixés par l'État, on se battait pas sur les tarifs mais sur la qualité du champagne et la taille du steak. C'était l'époque parfaite pour un avion géant et confortable. Mais la déréglementation est vite arrivée. En Europe, on a connu ça plus tard avec Ryanair et ses vols à 30 €. Mais les Américains, eux, ont pris cette claque 20 ans avant nous. Résultat, le passager américain est devenu impitoyable. Il s'en fiche du prestige de l'A380, tout ce qu'il veut c'est le billet le moins cher. Puis, dans tous les cas, même si une compagnie avait voulu relever le défi, il y avait un obstacle physique, les aéroports. Pour ce qui est des pistes, elles sont assez longues. Ça, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est le parking. L'A380, c'est un immeuble. Il lui faut des passerelles doubles pour vider 2 étages en même temps. Pour vous faire un ordre d'idée, à l'aéroport JFK de New York, il n'y a que 4 portes capables de le recevoir. Et à Chicago, c'est encore pire, il y en a uniquement 2. Il y a aussi le problème que l'A380 est lent. Il demande 2 heures minimum de parking avant de repartir, alors qu'un Boeing 737 demande juste 45 minutes. Pendant qu'Airbus voyait gros, Boeing a vu direct. Ils ont sorti le 787 Dreamliner. Plus petit, hyper efficace et le verdict est tombé. Boeing a vendu 1500 Dreamliner alors qu'Airbus a vendu 251 A380. Du coup, la leçon est simple, il vaut mieux être partout qu'être immense. L'A380 demandait à 800 personnes d'avoir envie d'aller au même endroit, au même moment. L'Amérique, elle, voulait la liberté d'aller n'importe où, n'importe quand. Et c'est exactement pour cette raison que vous ne verrez jamais d'A380 sous bannière américaine. Le géant des airs a été vaincu par plus petit que lui. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément. Et j'en profite pour vous dire que j'ai créé un nouveau serveur Discord que je vais mettre dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre.